Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où justement je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les stablecoins n'ont pas d'avenir. Hein. Mais tout d'abord, si vous aimez mon travail, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit j'aime, le petit abonnement. Hein. Et puis si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez toujours faire un don, ou bien les super chats, ou bien il y a la boutique, etc. D'ailleurs, comme d'habitude, toujours merci à tous mes donateurs. Une autre chose importante aussi, c'est que en fait, je vais organiser un petit concours très sympa, à mon avis, qui est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager justement déjà cette information parce que normalement le concours devrait être lancé à partir de la prochaine vidéo. Donc je sais pas si ça sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines et ça sera pour fêter normalement je pense la monétisation YouTube, sachant que ce qu'il y aura à gagner ça sera d'une valeur entre 15 et 25 euros. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les stablecoins parce qu'on entend beaucoup de conneries depuis le Genius Act de Trump qui n'est pas vraiment un acte de génie, et donc vous avez en fait vous avez d'abord Tom Benoît qui arrive, toujours avec sa chemise ouverte et en louant des bateaux et compagnie, pour faire croire qu'il a de l'argent. Et il vous dit que grosso modo, voilà, comment les USA sauvent-ils le dollar pour les 25 années qui arrivent. Et il nous dit que les stablecoins pourraient même valoir plus cher qu'un dollar normal. Ensuite, on a justement au coffre qui justement nous parle de ce Genius Act et nous dit que oulala, les stablecoins vont être backés sur l'or, ce qui est totalement faux. Et les choses n'ont pas traîné pour la loi qui encadre les stablecoins, les actifs numériques basés sur du tangible, le dollar, l'or ou tout autre actif stable. Ce Genius Act. Voilà, donc comme d'habitude, il faut vendre de l'or. Ils vous disent que justement ils pourront avoir de l'or dans les coffres pour garantir les stablecoins, ce qui est totalement faux, puisqu'on verra ça après, puisque ici j'ai le vrai texte. Et puis il faut pas oublier cette vidéo de Hardisk qui nous disait pourquoi l'euro numérique va bider, donc je suis d'accord que ça risque de bider. Mais justement, d'ailleurs, les prochaines vidéos seront justement sur les monnaies numériques de banque centrale, et on parlera aussi toujours des stablecoins. Et en fait, il nous a dit, oui, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait pas des stablecoins en Europe, parce que justement, ils se rémunèrent grâce à de la dette, et donc en fait, c'est pour ça que c'est des machines à cash, et blablabla, et en fait, il y a des choses qu'il ne sait pas, il y a des grosses lacunes. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc, pour faire simple, comment marchent les stablecoins en ce moment ? On pourrait regarder, par exemple, justement, on est sur Tether, et donc en fait, ils nous expliquent leur bilan, et donc là, ils nous disent que pour garantir la valeur des stablecoins, donc il y a 81% c'est du cash et des équivalents au cash. Ensuite, ils nous disent que là, 0,01% c'est des corporate bonds. Ensuite, ils nous disent qu'il y a 4,5% de métaux précieux, donc forcément or argent, peut-être platine aussi. On a 5% de bitcoin, 3% de quelque chose d'autre, et 6% de secured loan. Ok ? Donc on voit au niveau de la casse cash, grosso modo, c'est surtout des bons au trésor américain et aussi tout ce qui est marché du repo. On a aussi un petit peu de fonds de marché monétaire, un petit peu d'espèces et de dépôts bancaires et de nouveau des bons au trésor non américains, mais pas beaucoup. Donc c'est beaucoup de bons au trésor américain. Donc dans leur si vous voulez, les stablecoins, comment ils se rémunèrent beaucoup en ce moment.
c'est que vous avez des taux d'intérêt, en tout cas les stablecoins en dollars. C'est que, comme vous voyez, ils ont beaucoup de bons au trésor. Les taux d'intérêt, ils sont entre 4 et 5%. Et donc, en fait, ils gagnent surtout beaucoup d'argent comme ça parce qu'ils reçoivent ces taux d'intérêt. Le premier gros problème, c'est que, en fait, tous ces stablecoins, ils n'ont pas de compte à la Fed. Donc, ils n'ont pas de monnaie de banque centrale. Et d'ailleurs, pour les gens qui regardent cette vidéo, allez voir ma vidéo, par exemple, Quantitative Easing, le mensonge de la planche à billets. Je vous explique les différentes formes de monnaie, parce que je peux pas refaire toutes mes vidéos à chaque vidéo, vous comprenez? Donc, si vous ne comprenez pas des choses, allez voir cette vidéo, ainsi que la vidéo où où je parle du réel pouvoir des banques centrales. Donc, comme les stablecoins n'ont pas de compte à la Fed, ils ne peuvent pas avoir de la monnaie de banque centrale. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand l'État vend sa dette, parce qu'il faut aussi comprendre comment ça marche, d'ailleurs, allez voir aussi ma vidéo sur la dette. Et sur le même sujet, à peu près, il y aura une vidéo qui va sortir sur les impôts, une grosse vidéo très intéressante qui va sortir dans un petit moment. D'ailleurs, normalement, je voulais faire cette vidéo sur le stablecoin après ma vidéo sur les impôts, mais là le Genius Act m'a pris un peu de cours, et donc je peux déjà vous annoncer qu'il faudra que je fasse une toute petite modification par rapport à la vidéo des impôts quand elle sortira. Par rapport à tout ce que je vais dire aujourd'hui, il n'y aura rien de faux, c'est juste que je vais omettre intentionnellement une petite info pour ne pas spoiler mon info sur les impôts. Donc, en fait, ce qu'on sait déjà, si vous avez vu les vidéos de ma chaîne, c'est que, en fait, l'État n'emprunte pas de l'argent. En fait, l'État peut dépenser de l'argent sans en emprunter. Donc, ce qui se passe, c'est que l'État, il va donner, par exemple, là, il y a quelques années, on a reçu des chèques énergie. Par exemple, l'État français, ce qu'il va faire, c'est que quand il vous envoie un chèque énergie à 100 €, vous le déposez à votre banque et votre banque va recevoir 100 € de monnaie de banque centrale. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est que, en fait, elle va créer 100 € de monnaie commerciale sur votre compte en banque. Et donc, la banque, ça lui coûte absolument rien. Elle a reçu cette monnaie de banque centrale gratuitement. Et donc, si vous retirez ces 100 € en cash, en fait, ça va faire disparaître les 100 € en monnaie de banque centrale sur le bilan de la banque. Mais à la limite, elle s'en fout, puisque elle a rien payé. Ou bien, ce que la banque peut faire, c'est qu'avec ces 100 € qu'elle a reçus, elle peut racheter de la dette. Et justement, ce qui se passe, c'est que l'État, il va d'abord dépenser de l'argent, et ensuite, il va vendre un titre qu'on appelle la dette, et qui va être vendu en monnaie de banque centrale. Donc, comme c'est vendu en monnaie de banque centrale, les stablecoins, comme ils n'ont pas de compte à la Fed et qu'ils ne peuvent pas avoir de monnaie de banque centrale, ils ne peuvent pas acheter directement des bons au trésor américains. Donc, aujourd'hui, les stablecoins sont obligés d'avoir leurs avoirs auprès d'une banque. C'est la banque qui va acheter pour eux les bons au trésor. Et la banque, quelque part, elle s'en fout parce que, comme j'ai dit, c'est toujours l'État qui dépense en premier. Donc, tant que l'État fait du déficit, il met de la monnaie de banque centrale dans l'économie. Donc, ça ne coûte rien à la banque. C'est pas comme si elle empruntait des liquidités sur le marché interbancaire ou qu'elle en empruntait auprès de la Fed. Mais en plus, ce que peuvent faire les banques quand elles ont des bons trésors, elles peuvent, comme on a vu dans ma vidéo sur la multiplication de la dette, les banques peuvent réhypothéquer plusieurs fois les bons au trésor. Le seul problème dans tout ce système, c'est, par exemple, comme on avait vu avec Circle, c'est que quand Signature Bank a fait faillite et que Silicon Valley Bank a fait faillite, les stablecoins se sont retrouvés comme des cons parce qu'ils n'ont pas accès à la Fed et et donc là
il y avait un trou de 3,3 milliards de dollars parce que la banque a coulé. La banque où justement, enfin une des banques où ils avaient leurs avoirs. Donc ça, c'est un des risques pour les stablecoins. C'est qu'ils sont quand même dépendants de la bonne santé financière des banques. Et je parle de ça actuellement. Un autre truc qu'on avait vu en 2017 avec Tether, c'est que justement, ils n'avaient pas été en mesure de répondre à toutes les demandes de retrait en 2017. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et en plus, comme ils n'avaient pas accès à la Fed, ils ne pouvaient pas aller pleurer à la Fed pour recevoir des liquidités pour rembourser tout le monde. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les stablecoins, ils ont quand même s'ils sont dépendants des banques, ils ont quand même certaines marges de manœuvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont contents parce que les taux sont à 4-5%, ils se font beaucoup d'argent. Mais si les taux commencent à descendre et à baisser très fortement, ils vont commencer à se retrouver comme des cons. Donc aujourd'hui, peut-être qu'ils achètent de la dette à 4 ou à 8 semaines ou du 3 mois. Et puis, si les taux, en général, les taux à court terme sont plus bas que les taux à long terme, et si les taux commencent à descendre très fortement, ils vont devoir repositionner leur portefeuille. Donc, ils vont peut-être devoir acheter du 6 mois, du 1 an, du 2 ans, du 10 ans, jusqu'à retrouver un rendement qui leur permette de fonctionner. Parce que bien sûr, ils ont des frais et tout. Et comme on l'a vu, ils peuvent quand même acheter de l'or, du bitcoin. Ils ont quand même des marges de manœuvre en cas de forte baisse des taux pour pouvoir retrouver du rendement. Mais après, c'est toujours pareil. Tout ça dépend aussi des banques chez qui ils sont et du bon vouloir des banques. Parce que c'est pas parce que eux, ils ont un petit peu de cash et tout que la banque va bien vouloir jouer l'intermédiaire pour acheter des bons au trésor ou compagnie, parce que peut-être qu'elle n'a pas les liquidités nécessaires sur le moment, peut-être qu'elle veut pas agrandir son bilan, peut-être que sa solvabilité n'est pas assez bonne pour ça. Donc au jour d'aujourd'hui, quelque part, les stablecoins sont quand même un petit peu au bon vouloir des banques, si les banques veulent bien augmenter leur bilan ou non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'à la fin, c'est quand même de la monnaie de banque centrale de leur portefeuille qui va sortir. Et en fait, la grosse chose qui change avec le Genius Act, c'est que tout ça, ça va disparaître. Alors, justement, ils nous le disent ici, qu'est-ce que les stablecoins vont avoir le droit d'avoir en réserve? Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent que, justement, les stablecoins vont devoir avoir en réserve 100%. C'est-à-dire 100% de dollars d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que, par exemple, là, ils nous disent maintenir des réserves garantissant les stablecoins en circulation sur une base d'au moins 1 pour 1, donc c'est-à-dire 100%. Donc, les pièces et devises des États-Unis, y compris les billets de la Réserve fédérale. Donc, c'est-à-dire que justement, ils peuvent avoir des pièces ou des dollars, des billets qu'on s'échange dans la rue. Ils peuvent aussi avoir les fonds détenus sous forme de dépôt à vue auprès d'institutions de dépôt assurées, d'institutions de dépôt étrangers réglementées, blablabla. Donc, grosso modo, comme c'est le cas maintenant, ils peuvent avoir leurs avoirs auprès d'une banque, ce qui, quelque part, ne changerait rien. Donc, ils ont le droit aussi d'avoir de la monnaie commerciale. Ensuite, ils peuvent avoir des bons au trésor, billets ou obligations, sauf avec une échéance restante de 93 jours ou moins, ou émis avec une échéance de 93 jours ou moins. Donc tout ça, déjà ça va limiter les choses, mais on en reviendra. Ensuite, les accords de rachat, donc le repo, d'une durée de 7 jours ou moins, qui sont adossés à des bons du trésor d'une durée de 90 jours ou moins. Donc en plus, le repo, là, c'est pas avec, quand il reste 93 jours, c'est avec c'est des bons au trésor, attendez, d'une durée de 90 jours ou moins.
Je suis pas sûr en fait. Allez, vous savez quoi, on va ouvrir le champ des possibles, on va dire que c'est les deux. Parce que après, parce qu'il n'y a pas encore tout qui est totalement défini réglementairement non plus. Ça, c'est les grandes lignes. Ensuite, ils nous disent, bah ça, en fait, c'est le reverse repo. Donc, pareil, le reverse repo sur la même base de 7 jours, etc. Ensuite, ils nous parlent le marché interbancaire aussi. Ils peuvent avoir des liquidités auprès du marché interbancaire et dépôt de la réserve fédérale. Donc ça, c'est ce qu'il y a de tout nouveau, c'est que les stablecoins vont pouvoir avoir un compte à la Fed. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent aller sur le marché interbancaire. Le seul autre truc qui est aussi très très important, c'est que c'est écrit ici interdiction de réhypothécation, sauf dans le but de créer des liquidités pour répondre aux attentes raisonnables de demande de rachat de stablecoin. C'est-à-dire que justement maintenant ils vont devoir avoir quelque part un collatéral en face du stablecoin qu'ils émettent et de 1 pour 1. Et donc, ils pourront réhypothéquer uniquement dans le cas où ils voudraient racheter leur propre stablecoin. Enfin, ou que les gens, justement, veulent leur revendre les stablecoins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour faire simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stablecoins, ils ont grosso modo 2 choix. Ils pourront aussi faire un mix des deux. Mais par exemple, ils peuvent justement avoir un compte à la Fed. Le seul problème, c'est que si vous avez un compte à la Fed et vous voulez acheter des bons au trésor, il vous faut de la monnaie de banque centrale. Donc en fait, vous avez que 2 méthodes pour avoir de la monnaie de banque centrale. C'est tout d'abord aller directement à la Fed et faire un prêt auprès de la Fed. Le seul problème, c'est que quand vous faites un prêt à la Fed, déjà il faut donner un collatéral. Et donc là, je suis dans le tableau justement de la Fed, et justement avec les bons trésors qu'ils ont, parce que c'est le seul collatéral que la Fed acceptera. Et justement, si le collatéral, parce qu'en fait, il y a des catégories et tout, mais forcément, les États-Unis sont dans cette catégorie. Et même les bons trésors français sont aussi dans cette catégorie pour les banques. Donc, si les stablecoins, ils arrivent et ils veulent emprunter de la monnaie de banque centrale à la Fed, ils vont devoir donner un collatéral. Et comme on voit, tout ce qui a moins d'un an ou équivalent à un an, la décote est de 0,5%, c'est-à-dire que s'ils donnent un bon au trésor qui vaut 100 $, ils vont recevoir que 99,5 $ de la Fed. Mais en plus, vous avez le taux d'intérêt de la Fed. Donc en fait, avoir de la monnaie de banque centrale auprès de la Fed, ça coûte très cher. Et donc, si vous n'avez pas un écart suffisant entre les taux des bons au trésor et le taux de la Fed, vous êtes mort. C'est-à-dire que, imaginons que le taux de la Fed est de 4,5% et que le taux des bons trésors est de 5%, vous allez gagner que 0,5%. Et il va falloir voir si ça suffit vraiment pour faire une rentabilité suffisante pour pouvoir payer tous vos frais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce cas-là, et sans compter qu'en plus, le problème c'est qu'ils ont déjà dû donner un collatéral au départ qui se prend aussi un 0,5%. Et le gros problème c'est que comme on a déjà vu par le passé dans les autres vidéos, il arrive régulièrement que les taux des bons au trésor américains passent sous le taux de la Fed. Et surtout les taux à court terme, puisque c'est ceux où le taux est en général le plus bas. Et donc dans ce cas-là, les stablecoins se retrouvent comme des cons avec un rendement négatif. Donc là, c'est la faillite.
Un autre gros problème, c'est en fait, s'il y a un gros crash de l'économie, comme justement avec l'histoire de Signature Bank et SVB Bank et compagnie, en mars 2023, quand il y a eu cette crise, on avait vu dans les vidéos que les bons au trésor à 4 semaines et à 8 semaines, il y avait au moins 5% de ces bons au trésor qui étaient partis avec un taux de 0% ou moins. Et ce, alors que le taux de la Fed était de 4,65%. Imaginez maintenant un stablecoin qui se tape, qui doit rembourser un taux d'intérêt de 4,65% à la Fed, tout en ayant donné un collatéral qui se prend 0,5%, et que derrière, il n'y a plus que des bons au trésor qui se négocient à 0% ou moins, en taux négatif. Ils sont morts. Ils sont absolument morts parce qu'en plus, comme on a vu, alors ils peuvent acheter des bons au trésor ils peuvent racheter des bons au trésor à qui il reste 93 jours ou moins. Donc je sais pas, imaginons ils rachètent du 30 ans à qui il reste 93 jours. C'est quoi? Vous imaginez bien que c'est compliqué. Ou bien, ils achètent que du 4 semaines, du 8 semaines ou du 3 mois. Et le truc, c'est que dans ce genre de cas, dans ce genre de crise, si le taux il est tombé à 0%, c'est parce que tout le monde saute dessus. Mais le truc, c'est que les banques, elles ont une plus grande marge de manœuvre parce que dans leur bilan, elles peuvent acheter beaucoup plus de choses, elles peuvent réhypothéquer les bons trésors, ce que ne peuvent pas faire les stablecoins. Donc en fait, les stablecoins vont devoir faire une guerre avec les banques et avec les autres stablecoins pour acheter des bons au trésor de moins de 3 mois. Imaginez un petit peu ce qui se passe dans ce genre de crise. Pour moi, les stablecoins, ils se font démolir parce que jamais les banques ne leur refileront des bons au trésor de 30 ans à qui il reste 93 jours parce que parce que le truc c'est que imaginez il y a 30 ans, c'est-à-dire en 1995, les taux ils étaient largement plus hauts. Alors en 2015, les taux étaient quand même bas. Je calcule pour le 10 ans, tu vois. Mais je veux dire, ça va être extrêmement compliqué pour les stablecoins de racheter des obligations beaucoup plus vieilles à qui il reste 93 jours. Et ils vont devoir se jeter sur les bons au trésor de moins de 3 mois. En concurrence avec tous les autres stablecoins et les banques. Donc, quelque part, ils sont morts. Et dans ce genre de cas où justement un stablecoin serait en grande difficulté, en fait, il n'a pas 32 milliards de solutions. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le guichet d'escompte de la Fed, qui est quelque part le guichet de dernier recours. Et c'est là où justement le taux d'intérêt en plus est le plus fort. Et pour avoir de l'argent de secours de la Fed, il faut de nouveau donner un collatéral, mais en plus tu te prends un taux d'intérêt encore plus grand. Et c'est même pas là le plus gros problème, c'est qu'une fois que tu vas pleurer à la Fed au guichet d'escompte, tout le monde, toute la finance est au courant. Et donc, t'es ostracisé par toute la finance. Donc si tu fais ça, tu te tires une balle dans la tête. T'es mort, tu vois. Peut-être que tu auras sauvé la situation vite fait, mais t'es mort. Ensuite, il y a une deuxième solution pour se sauver. C'est justement celle qu'avaient utilisé les banques comme Signature Bank et SVB Bank et compagnie. C'est de tricher sur leur bilan grâce au Federal Home Loan Bank. D'ailleurs, justement, j'ai fait une vidéo sur la Federal Home Loan Bank, qui est une institution bancaire privée, mais sous le joug de l'État, qui donne des prêts
prêt hypothécaire à des taux très bas, mais qui dans toute son histoire n'a jamais perdu un seul cent, pour la bonne et simple raison que les conditions d'accès au crédit sont beaucoup plus dures, c'est-à-dire que il me semblait, je dis ça de tête, mais je dis peut-être une connerie, il me semblait que quand on donnait genre un bon au trésor, qu'en collatéral, c'était pas 0,5% la décote là comme à la Fed, c'était un truc comme 8 ou 10%. Et en fait, la FHLB, eh ben, ils sont quand l'entité ou la banque fait faillite, eh ben, c'est eux qui sont remboursés en premier. C'est pour ça qu'ils ne perdent pas d'argent et qu'ils prêtent un peu n'importe comment dès qu'en fait tu leur files un collatéral. Et donc, ça serait une solution forcément qui pourrait pas durer à long terme, mais qui permettrait à des stablecoins de tricher sur leur bilan. Alors pour l'instant, on n'a pas tout le cadre législatif, donc il va quand même falloir voir si les États-Unis, eh ben, ils vont légiférer de sorte à ce que les stablecoins puissent faire ça ou non. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, cette faille existe. Alors qu'elle existe pour les banques, c'est une chose, mais qu'elle existe pour les stablecoins, imaginez un mars 2023 bis avec des stablecoins qui ont tout leur argent en monnaie de banque centrale auprès de la Fed. Pour moi, les stablecoins sont morts. Donc ensuite, l'autre endroit où est-ce qu'ils peuvent choper de la monnaie de banque centrale, c'est sur le marché interbancaire. Mais c'est toujours pareil. Alors souvent, le marché interbancaire collatéralisé a des taux qui sont inférieurs aux taux de la Fed. Il n'empêche que si vous n'avez pas un rendement assez suffisant entre ce que vous donnent les bons au trésor et le taux d'intérêt que vous devez payer sur le marché interbancaire, la problématique reste la même qu'avec un prêt à la Fed. Ensuite, j'ai envie de dire, on nous parle du repo et du reverse repo, sauf que, rappelez-vous, interdiction de réhypothécation, c'est-à-dire que si un stablecoin il commence à prêter l'un de ses bons au trésor, la banque n'a pas le droit de le réhypothéquer. Donc en fait, ça commence à perdre une grosse partie de son intérêt pour les banques. Donc en fait, sur le marché, maintenant sur le marché interbancaire et le marché du repo, vous allez avoir deux sortes de collatéraux en tant que bons du trésor, ceux qui viennent des banques et qui peuvent être réhypothéqués, j'ai envie de dire à l'infini quelque part théoriquement, ce que je veux dire, mais bon, ça dépendra toujours de la solvabilité des banques et compagnie. Ou bien vous aurez les bons au trésor des stablecoins qui ne peuvent pas être réhypothéqués. Et donc, l'un des autres problèmes que ça risque de poser, c'est que, en fait, ça va priver le marché du repo et le marché interbancaire de collatéraux qui peuvent se réhypothéquer. Et si en plus on est à des moments où il y a un gros besoin de réhypothécation des collatéraux, ça risque aussi de poser des problèmes dans toute la mécanique financière. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent très bien avoir des billets, et des pièces et des billets, mais c'est toujours pareil. C'est comment est-ce qu'ils vont avoir des pièces et des billets ? C'est-à-dire que, à moins qu'ils acceptent le cash, et que vous leur envoyez des mandats cash, et puis c'est toujours pareil, il n'y a pas de rendement. Vous avez du cash, il n'y a pas de rendement. Et si en plus vous devez le mettre dans un coffre, ça vous coûte de l'argent. Donc le rendement il est nul. Donc en fait, j'ai envie de dire que quelque part les stablecoins n'ont pas trop le choix de rester des entités qui sont sous le joug des banques, c'est-à-dire ce paragraphe-là, où justement ils vont continuer d'avoir des dépôts sous forme de monnaie commerciale. Mais dans ce cas-là, je veux dire, le problème c'est qu'ils n'ont plus toute cette élasticité. Ils seront toujours en fait obligés de prendre des bons au trésor
pour avoir justement du rendement. Et c'est pareil, si les taux commencent vraiment à baisser très fortement, eh ben, ils se retrouveront comme des cons. Ou si la banque n'a plus envie d'acheter des bons au trésor pour eux, parce qu'elle-même, elle en a besoin, ils se retrouveront aussi comme des cons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là aussi, ça va largement limiter l'expansion des stablecoins, puisque les stablecoins, s'ils ont un compte à la Fed et qui veulent acheter, de toute façon, ils sont obligés de donner des collatéraux. Donc, de toute façon, s'ils veulent acheter de la dette, ils vont être dépendants du déficit américain. Si les États-Unis refusent de faire un déficit suffisant, en fait, il sera impossible aux stablecoins d'émettre des nouveaux stablecoins puisqu'ils ne pourront pas racheter de la nouvelle dette. Et en fait, cette problématique, elle reste aussi s'ils ont leurs avoirs auprès d'une banque, parce que c'est pareil, ils seront dépendants du déficit américain, mais ils seront aussi dépendants quelque part du bilan de la banque. Donc en fait, en gros, cas de crise, la seule chose qu'ils pourront faire, c'est augmenter les tarifs de transaction. Ce qui pourrait, si jamais ils vendent des stablecoins à des entités financières, c'est comme ça qu'ils pourraient récupérer de la monnaie de banque centrale. Ou bien, s'ils vendent ça à des particuliers, ils pourront récupérer justement de la monnaie commerciale. Mais c'est toujours pareil, s'ils commencent vraiment à être en difficulté parce qu'ils n'ont pas de rendement et qu'ils doivent augmenter très fortement les frais de transaction, en fait, ils seront plus intéressants, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je veux dire, toute cette réglementation a annihilé complètement toute forme de flexibilité des stablecoins. Et ils sont sous le joug, ils peuvent gagner de l'argent uniquement s'il y a des taux d'intérêt assez élevés. Dans tous les autres cas, quelque part, pour moi, ils sont dans la merde. Surtout que il faut aussi prendre quelque chose d'autre en compte. C'est que, je vous ai toujours dit que la valeur d'une monnaie dépend beaucoup bien sûr de l'offre et de la demande, mais surtout de la crédibilité. C'est ça aussi qui fait quelque part l'offre et la demande. Et vous avez quand même un combat qui est en train de venir et qui sera l'objet de la prochaine vidéo, qui est stablecoin contre les monnaies numériques de banque centrale. Si les monnaies numériques de banque centrale font un flop, forcément, la banque centrale va perdre en crédibilité parce que justement, on avait vu dans les anciennes vidéos que la première raison pour laquelle ils veulent sortir des monnaies numériques de banque centrale de détail, parce que de gros c'est surtout pour les banques, mais surtout de détail, c'est principalement pour une histoire de crédibilité, parce que les gens utilisent de moins en moins le cash et utilisent de plus en plus la carte bleue et compagnie, qui en fait sont des moyens de paiement en monnaie commerciale, donc en monnaie privée et pas en monnaie banque centrale comme les pièces et les billets. C'est pour ça qu'ils veulent faire des monnaies numériques de banque centrale pour avoir de nouveau le lead sur les paiements et avoir de la crédibilité, parce que si plus personne utilise du cash, c'est-à-dire que plus personne n'utilise de la monnaie de banque centrale, et quelque chose qui reste comme crédibilité à la banque centrale. Et donc, si la banque centrale perd en crédibilité, c'est une des raisons qui peut aussi faire chuter la valeur d'une monnaie. C'est pas parce que y en a beaucoup, ils restent coincés dans leur truc comme des tombes noires. Moi, j'aime pas le sucre. C'est uniquement la quantité de monnaie qui fait que la valeur d'une monnaie, elle monte ou elle descend. Non, vous avez plein d'autres paramètres, et la crédibilité est la principale, parce que quand vous augmentez la masse monétaire ou que vous la diminuez, ça joue sur la crédibilité. Le fond du fond, ça reste toujours la crédibilité. Donc tout ce qui touche à la crédibilité va toucher à la valeur de la monnaie. Et donc, si jamais les monnaies numériques de banque centrale, elles font un flop, que les banques centrales perdent en crédibilité et que la valeur de la monnaie baisse, ça tapera aussi dans les stablecoins, puisqu'ils sont censés être backés sur les monnaies fiat. Donc, dans ce cadre-là, ils sont mal. Et c'est la même chose, si les stablecoins
ben en fait, il commence à prendre beaucoup d'importance par rapport aux monnaies numériques de banque centrale qui battent les monnaies numériques de banque centrale, eh ben, la valeur des monnaies s'effondrera par rapport aux stablecoins et les stablecoins, bah, ils vont aussi en pâtir. Et si jamais les stablecoins ça marche pas bien et que finalement les gens adoptent beaucoup les monnaies numériques de banque centrale, bah, les stablecoins sont aussi dans la merde. Donc en fait, quand tu prends tous les scénarios possibles, j'ai du mal à trouver un scénario positif pour les stablecoins sur le long terme. Et donc, qui pourrait être les grands gagnants des stablecoins? Eh ben, je vous mets dans le mille. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vous ai parlé des stablecoins comme Circle ou Tether qui ne sont pas des institutions financières et qui donc doivent elles sont à la joue de ce règlement qui, pour moi, les met à mal. Et d'ailleurs, justement, JP Morgan dit quand même, JP Morgan reste prudent, bien que certains analystes prévoient que les stablecoins pourraient devenir une classe d'actifs de plusieurs trillions de dollars, la banque s'attend à un marché plus modeste de 500 milliards de dollars d'ici 2028, citant des obstacles réglementaires et des complexités géopolitiques. Mais il dit bien des obstacles réglementaires, et je pense qu'il parle de ça. Parce que, en fait, JP Morgan, eux, ils peuvent être les grands gagnants, parce que eux, ils sont une institution financière. Donc, ils peuvent très bien émettre un stablecoin, parce que justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et, en fait, pour eux, ça sera facile, puisque les fonds détenus sous forme de dépôt à vue, ça marche. Donc, en fait, JP Morgan, comme c'est une institution financière, ils ont quelque part crédit illimité. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas besoin d'avoir 100% de réserve pour prêter de l'argent, ils peuvent prêter de l'argent à gogo. Et en plus, même dans les juridictions, parce qu'il me semble que aux États-Unis, il n'y a toujours pas de réserve obligatoire, ils avaient enlevé ça il y a quelques années, il me semble qu'ils n'ont pas remis. Et en Europe, c'est 2%. Donc, mais même si tu prends une banque européenne, eh ben, les 2%, si elle a une filiale dans un pays qui n'a pas de réserve obligatoire, elle peut très bien se débrouiller sur son bilan pour passer outre le système des réserves obligatoires. Donc, comme on avait vu, les banques ont crédit limité. J'avais même montré un article de la Banque of England et un article du FMI qui nous disait que justement la seule limite aux banques pour prêter de l'argent, c'est leur solvabilité. Et en fait, vu que les fonds peuvent être détenus sous forme de dépôt à vue, en fait maintenant JP Morgan, ils vont soit pouvoir émettre des dollars de monnaie commerciale, ou soit à la place des stablecoins. Donc en fait, une banque comme JP Morgan, il n'y a que sa solvabilité qui va limiter l'expansion de ces stablecoins. Par contre, une entreprise comme Circle ou Tether, eux, ils vont être limités soit par le déficit américain, soit par le bon vouloir des banques. Et comme les banques, elles voient d'un mauvais œil les stablecoins, parce qu'il me semble... je crois que c'était dans cet article, mais j'y ai plus accès. Où grosso modo, JP Morgan nous disait que bon, il croyait pas trop aux stablecoins par rapport aux solutions de paiement de la finance traditionnelle, et que grosso modo, mais qu'il fallait quand même garder un œil sur ces fintech parce qu'elles peuvent proposer des choses toutes nouvelles et tout. Et donc, les banques comme JP Morgan ne voient pas forcément d'un très bon œil toutes les institutions comme Tether, Circle et compagnie. Quand que Circle, c'est un petit peu différent. Et d'ailleurs, justement, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire,
JP Morgan, le géant bancaire américain, a déclaré mardi à CNBC qu'il prévoyait de lancer un jeton de dépôt sur Coinbase, blockchain public base, qui est construite sur Ethereum. Chaque jeton de dépôt est destiné à servir de représentation numérique d'un dépôt bancaire commercial. Et donc, en fait, quelque part, moi je vous le dis, pour moi ce texte, c'est un texte qui va vachement avantager les banques traditionnelles dans le domaine des stablecoins par rapport aux entreprises de stablecoins qui n'auront absolument aucune flexibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit, JP Morgan a déclaré que l'avantage du lancement d'un jeton de dépôt par rapport à un stablecoin est qu'il offre aux clients institutionnels un moyen de déplacer l'argent plus rapidement et plus facilement tout en ayant un lien étroit avec les systèmes bancaires traditionnels. Donc, pour conclure, comme je viens de vous le dire, c'est une réglementation qui avantage grandement les grandes banques traditionnelles américaines par rapport aux nouveaux stablecoins. Les stablecoins vont absolument perdre toute flexibilité en cas de crise. Ils vont aussi perdre toute flexibilité pour avoir du rendement, mis à part augmenter les frais de transaction, ce qui les rendrait obsolètes. Et en cas de crise, ils seraient totalement à la merci de la Fed. Et parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, ce que je vous avais déjà dit dans certaines vidéos, c'est que quand la Banque centrale fait des bénéfices, elle reverse les bénéfices à l'État. Et quand la Banque centrale fait du déficit, on impose les citoyens pour renflouer la Banque centrale. Vous avez déjà montré, je ne sais plus dans quelle vidéo, que justement en Angleterre, c'était il y a 2 ans je crois, ils avaient demandé 44 milliards aux citoyens anglais pour renflouer la Banque d'Angleterre suite à ces politiques monétaires à la con. Et en plus, là dans leur expansion, c'est pareil, ils vont être soit à l'ajout du déficit américain, donc soit les États-Unis vont continuer à avoir un déficit à la con. Mais qui dit déficit, gros déficit, dit perte de crédibilité et dit baisse de la valeur de la monnaie. Ou bien, ils vont être au bon vouloir des grandes banques pour garder leurs avoirs en dépôt à vue. Mais dans ce cas-là, ils sont sous le joug des banques et il faut absolument pas qu'une banque de nouveau coule comme ça s'est passé. Alors pour les utilisateurs par contre ils sont quand même un petit peu protégés puisque justement la seule façon où il y a le droit de réhypothéquer les collatéraux, c'est pour trouver des liquidités pour rembourser les gens. Mais bon, ça veut dire que derrière le stablecoin il coule. J'ai eu du mal, c'était dans cet article là où on vous expliquait que justement voilà, les emprunts de ces sous-secteurs sont affectés par le paiement totalisant 44,4 milliards de livres sterling effectué par l'administration centrale à la Banque d'Angleterre au cours des 10 derniers mois au titre de l'accord d'indemnisation du fonds de facilité d'achat d'actifs. Et comme c'était écrit ici, au cours des 10 mois précédents janvier 2024, les recettes de l'administration centrale se sont élevées à 820,9 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 44,4 milliards de livres sterling par rapport à la même période de l'année précédente. Et donc sur ce total, les recettes fiscales ont augmenté de 39,4 milliards de livres sterling. Donc c'est ce que je vous dis, quand la Banque centrale fait du déficit, c'est le peuple qui paye. Alors soit c'est le gouvernement qui fait plus de déficit, ou soit on augmente les impôts. Enfin bref, je pense qu'on a fait tout le tour de ce que je voulais dire sur les stablecoins pour l'instant. Sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, ciao.